Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats sur les sujets de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, nous allons donc débattre autour de ce plateau-là avec mes invités qui sont là. Un sujet important qui va cristalliser l'ensemble des débats. Ici, il s'agit donc du Covid-19, la maladie du coronavirus, continue de faire en tout cas des victimes au Burkina et la situation est de plus en plus inquiétante. Nous allons donc en parler. On dénombre 207 cas aujourd'hui, 11 décès, 21 guéris. On y revient pour discuter avec nos invités. Second sujet, c'est un sujet politique, il s'agira de la création du Rassemblement pour le Burkina, du conseiller spécial du président Kaboré, Liu Arma Wali. Et puis en dernière position, ce sera le Mali avec l'enlèvement, on va dire la prise d'otage du chef de file de l'opposition politique malienne. Il s'agit de Soumaïla Cissé. Nous allons débattre de ce sujet-là avec mes invités sur ce plateau. Premier invité, Maître Kielem de Tambela, il est avocat, il est inscrit au barreau, il est le président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci Maître d'être sur ce plateau. Lengani Isaka, il est journaliste, directeur de publication de l'Opinion, qui paraît en ligne. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Et juste à la gauche de Lengani, Parfait Silga, il est journaliste et analyste. Merci Parfait d'être sur ce plateau. Puis enfin, dernier invité, Évariste Faustin Concebo, il est donc chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci à vous de nous suivre. Nous allons donc débattre de ce sujet-là, vous, en tant qu'invité. La semaine dernière, nous avons donc évoqué ce sujet qui bat le record de l'actualité. Il s'agit donc de la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, au Burkina, 207 cas, 11 décès, 21 guéris. Alors, impression? Est-ce que on va à la catastrophe aujourd'hui parce qu'on était à une cinquantaine ou moins que ça la semaine dernière. Aujourd'hui, on est à 200. Est-ce que ça voudrait dire qu'on a pris l'ascenseur, comme certains le disent, et qu'on n'y peut rien? Parfait, Silga. Non, il fallait évidemment s'attendre à ce que les cas montent parce que je ne crois pas aujourd'hui qu'on ait atteint le pic. Et quand on regarde au cours de la semaine, quand on regarde les comptes rendus de la coordination de réponse, on a toujours dit qu'il y a des tests qui sont faits sur un certain nombre et il y a ceux qui sont positifs, il y a ceux qui sont négatifs. Donc, il faut s'attendre effectivement à ce qu'on ait de plus en plus de cas. Maintenant, quelle sera la limite à partir de laquelle la courbe va redescendre? Bon, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, l'analyse qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que sur la base des chiffres qu'on a, on a 10% de personnes guéries, c'est-à-dire 21 sur 200 environ, 207, environ 10%. 21 guéris. Oui, 21 guéris sur un total de 207. Donc on a environ 10% de personnes guéries. Mais on a aussi cette initiative qui a été lancée par les chercheurs burkinabés. Donc on a aujourd'hui 32 patients qui sont mis sous chloroquine et azithromycine. Il y a 32 autres patients qui sont mis sous apirifine. On verra dans 2 semaines ce que tout cela va donner. Parce qu'il ne faut pas, à mon sens, se précipiter et puis dire de mettre tout le monde sous chloroquine parce que les autres l'ont fait. Est-ce que le Burkina Faso est dans les mêmes conditions que les autres pays? C'est la question qu'il faut poser. Voilà pourquoi je crois qu'il est important d'attendre les résultats. D'accord. On va approfondir la question dans le fond du sujet. Alors, Maître Kilem, nous sommes dans une situation où on voit le chiffre qui est vraiment exponentiel. Du simple, on est passé pratiquement à 207 aujourd'hui. Il y a une semaine, on était à moins de 50. Non, je ne crois pas que ce soit si catastrophique que ça. Si vous remarquez, par exemple, le coronavirus fait moins d'impact que le paludisme dans nos pays. Chaque année, le paludisme tue beaucoup de gens, à tel point que c'est devenu banal. Le choléra aussi a tué beaucoup de gens. Mais la différence avec le coronavirus est que c'est une maladie qui ne s'en prend pas seulement aux pauvres. C'est une maladie qui s'en prend même aux riches. Et c'est ça qui fait l'effroi. Parce que même ceux qui nous gouvernent savent qu'ils ne sont pas épargnés. Et la preuve en est que, parmi les gouvernants, il y a des membres du gouvernement qui en ont souffert. Alors que quand c'est la malaria, quand c'est le paludisme, etc.,
C'est la maladie, quand c'est la dysenterie, c'est la maladie des pauvres. Donc personne ne s'en soucie. Donc ce n'est pas une si grande catastrophe. Quand vous voyez les cas de paludéens chaque année, hein, ça dépasse cela. Et les gens qui meurent de paludisme dans les campagnes, ça dépasse cela. Et la deuxième observation que j'ai à faire, c'est que ça ne veut pas dire que tous ceux qui seront détectés positifs vont mourir. Non, il y en a qui vont guérir. Si vous suivez par exemple les statistiques, vous verrez que dans les pays tropicaux, il y a moins de décès que dans les pays tempérés. Voilà. Des expériences ont été faites en Malaisie, en Thaïlande, au Vietnam, où il y a eu beaucoup de gens qui ont été testés positifs et qui en ont guéri, beaucoup plus qu'on le voit en Chine, en Italie, en France et aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a des spécificités régionales, il y a des spécificités géographiques. Et donc, pour moi, ce n'est pas une si grande catastrophe que ça. C'est parce que tout simplement, la maladie, bon, c'est une nouvelle maladie, et puis la maladie touche aussi bien les riches que les pauvres. C'est pour ça que ça crée autant d'émoi, parce que les riches, malgré ce qu'on dit, ils ont beaucoup plus peur pour eux-mêmes que pour la maladie. Sinon, si vous voulez, je peux continuer un peu. On va continuer, on pourra sur les sujets, différents paramètres. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Non, sur les chiffres. Est-ce que le dit, ce n'est pas en même temps inviter peut-être les gens à refuser ou tout simplement à se faire avoir, parce qu'il y a des mesures, on demande de renforcer les mesures, les gestes barrières, on demande de renforcer tout ce qu'il y a comme attitude, comportement. Sur le choix fait par le gouvernement de communiquer, et ça je trouve que c'est vraiment un bon choix parce qu'il ne faut pas cacher, face à une situation pareille, il faut un maximum de transparence et ça permet aux gens aussi de savoir. Cependant, c'est vrai par rapport donc, aux chiffres, moi je ne me fie pas du tout à ces chiffres-là, je sais qu'on est très loin de la réalité parce que nous sommes dans un contexte où même la France, on n'a pas généralisé systématiquement le test. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui l'ont sans savoir, qui ne le développent pas ou qui vont le développer. Maintenant, dans ce contexte, c'est vrai qu'on a confiné des chiffres qu'on suit, on gère scientifiquement pour pouvoir suivre. Ça, peut-être oui, mais c'est normal que les nombres augmentent au fur et à mesure jusqu'à atteindre le pic et peut-être que la courbe va commencer à décroître. Ça, c'est tout à fait normal. Il faut que les Burkinabés donc s'attendent à ce que ça augmente pendant un temps jusqu'à ce que, normalement, atteindre donc, le pic et puis commencer à décliner. Maintenant, par rapport à l'analyse que moi je fais par rapport à chaud, je trouve que déjà c'est bien si on a deux protocoles. Apparemment, Parfait l'a bien dit, il y a le protocole classique que tous les pays ont commencé à appliquer depuis, même le Sénégal, qui ont été tardivement dans la crise, ils ont commencé à appliquer. Maintenant, nous avons ce protocole classique et le protocole de l'apivirine. Maintenant, ce que moi je déplore, je trouve que dans le dispositif, on ne sent pas du tout les structures privées d'appui. D'accord, on va arriver à là. Okay. D'accord, donc en fait, ce que je veux dire, oui. Une fois qu'on a un protocole, il faut le généraliser, ce protocole-là, pour que le maximum de patients puissent avoir accès en fait, au traitement. Maintenant, comme on va venir dans le déroulement... Sur l'évolution des chiffres, là on a 11 décès, 24 guéris et 21 guéris, 207 cas donc, en tout. Donc plus les décès et plus les guéris. C'est ce que ça signifie. Je suis de même avec le docteur Consembo qui dit qu'il ne croit pas aux chiffres. Je crois qu'il y a un chiffre essentiel qui nous manque dans ce tableau. C'est éventuellement celui des appels au numéro vert, le 3535. Des gens qui sollicitent, qui demandent à être dépistés. Combien sont-ils? Et comment est-ce qu'on réagit? On peut réagir au niveau de la détection. Comme on le sait tous, le problème ici, c'est d'abord de ne pas attraper la maladie, c'est la meilleure solution, et aussi être dépisté très tôt. Donc je crois que les efforts devraient être mis sur le problème du dépistage. Il faut mettre les efforts sur cette question. Il faut forcément connaître le volume de la demande. Au lieu de travailler, c'est bon, on travaille sur deux protocoles aujourd'hui, apivirine et chloroquine, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour dépister les gens assez tôt? Moi, je pense que c'est ce niveau qu'il faut faire. Il y a un chiffre qui n'apparaît plus depuis un certain moment. On ne voit plus le chiffre de potentiel. C'est-à-dire les personnes qui sont confinées, les familles, les contacts, etc., on n'en voit plus. Alors, on était autour de 600 à un moment donné. Maintenant, on ne dit plus rien. Est-ce que ça voudrait dire que c'est catastrophique? Est-ce que ça voudrait dire que le chiffre est aussi important qu'on a peur de le donner aujourd'hui? Parce qu'il n'apparaît plus nulle part
alors que c'est le contingent dans lequel on tire chaque fois des cas avérés, des cas testés. Non, je pense que peut-être que le chiffre est connu, puisqu'il est dans le rapport CITREP qui est produit tous les jours. Peut-être qu'il n'est pas mis à la disposition des médias lors des conférences de presse. Mais le chiffre est connu. Je n'ai pas le chiffre à l'heure actuelle. Mais s'il n'est pas mis à la disposition de la presse qui vient, alors cette communication, c'est dans quel sens? Je pense que il y a quelque chose, il y a une recommandation que l'OMS a faite, et qui rejoint ce que tous les autres disent ici, c'est-à-dire qu'il faut généraliser les tests. L'OMS dit tester. Donc, si on arrive à tester le plus grand nombre, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité d'avoir une idée beaucoup plus juste des cas qu'on a dans le pays. Et sur la base de ça, si effectivement les 2 protocoles-là sont validés, ben moi je pense qu'à un moment donné, si les protocoles sont validés, à un moment donné, dès qu'on arrive à tester et que tu es positif, ben on te met sous l'un des protocoles chloroquine ou apirivine, et puis je pense que c'est comme ça qu'on y est pas. Sinon, les gestes barrières dont on parle, il y a la réalité de nos pays. Vous voyez, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, il y a la sensibilisation qui est tout azimut sur les médias, mais regardez comment les Burkinabés se comportent. C'est encore, quand on parle de maquis, quand on parle des bars, quand on parle du couvre-feu, regardez comment les Burkinabés se comportent. C'est ça aussi qui est le problème. Moi, je crois que la solution serait effectivement de généraliser les tests. Aujourd'hui, on dit les États-Unis sont à 100 000 cas. Mais ils sont à 100 000 cas, pourquoi? Parce qu'ils ont généralisé les tests. Donc, on a l'impression que les cas sont beaucoup plus importants là, mais parce qu'ils ont généralisé les tests. Et sur la base de ça, ils pourront prendre en charge un plus grand nombre de patients. Alors, moi, je crois qu'il faut qu'on arrive à ça. Qu'est-ce qui fait problème pour qu'on ne soit pas à même de généraliser les tests, de faire un dépistage qui soit... Est-ce qu'on a tous les kits qu'il faut? Est-ce qu'on a par exemple les réactifs? Est-ce qu'on a les réactifs? Est-ce qu'on a les structures pour ça? Est-ce que là aussi n'est pas la question? Là, on a uniquement que Bobo, l'IRS de Bobo par exemple, qui sert à faire le test. Est-ce qu'on a l'équipement nécessaire? Pour un problème comme le Burkina, il y a deux problématiques. Parce que le problème, c'est d'avoir les moyens, d'avoir les réactifs et autres tout, même avoir le personnel lui-même pour administrer. Et le second problème, c'est avoir les médicaments. Une fois que vous testez les gens, comment vous faites? Il faut avoir aussi les médicaments pour pouvoir les traiter, les soigner. Or, je ne sais pas si nous disposons d'un stock assez important pour ça. Ça peut augmenter la psychose et créer carrément une grande panique généralisée aussi. Je pense que le problème, c'est un problème de test. Hein, et ce problème n'est pas posé au Burkina seulement. C'est un problème qui est posé même dans les pays touchés, les plus touchés comme l'Italie, l'Espagne et la France. Donc, ça dit qu'il faut arriver à un moment donné à généraliser les tests. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui. C'est un manque d'outils. Qui est partout. Oui, très rapidement, sur cette question, on est confronté à un problème de manque de moyens, d'outils. On est confronté à un problème que nous avons créé. Si vous avez remarqué, par exemple, quels sont ceux qui sont partis en aide, n'est-ce pas, aux Italiens? C'est des médecins cubains. Partout, les structures internationales disent qu'il faut donner la priorité du budget à l'éducation, à la santé, à l'agriculture. Or, ici, qu'est-ce qui se passe? On néglige ces domaines, parce que ce ne sont pas des domaines immédiatement productifs. Conséquence, qu'est-ce qui se passe? Le coronavirus est venu trouver que nos structures sanitaires ne sont pas équipées. D'accord. C'est ça le vrai problème. On va enclencher sur les mesures. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, dont par exemple la fermeture des marchés à Ouagadougou, à Bobo, l'interdiction par exemple des transports en commun et la mise en quarantaine d'un certain nombre de villes, dont Ouaga, Bobo et Kongoussi et Banfora, par exemple, qui sont des foyers où on a détecté des personnes. Alors, ces mesures-là, évidemment, sur le plan économique, sur le plan social, il y a beaucoup de difficultés. Je voudrais déjà qu'on parle de ces effets. Voilà. Comment est-ce qu'on peut donc atténuer ces effets-là au niveau, par exemple, il y a des propositions au niveau social, au niveau économique. La première des questions qui se pose, qui est revenue régulièrement, c'est l'approvisionnement des ménages et puis aussi c'est l'assistance, parce qu'il y a forcément des gens qui seront dans le dénuement total. De mon point de vue, il y a un double problème.
dans cette affaire. Le premier est que j'ai l'impression que, au lieu de prendre la question au niveau où elle est aujourd'hui, nous, en appliquant les mesures que les autres ont déjà expérimentées, nous voulons suivre le même chemin, c'est-à-dire aller crescendo dans les mesures. Alors que les autres, c'est quand ils ont essayé certaines mesures que ça ne marchait pas, qu'ils sont allés un peu plus haut. Pourquoi nous, on ne partirait pas directement du haut? C'est-à-dire du confinement de Ouagadougou qui était proposé, qui apparaissait comme une nécessité absolue. Quarantaine. Oui. Confinement de Ouagadougou. Confinement de Ouagadougou, de l'assaut et des foyers. Pourquoi attendre de 2 jours, 3 jours pour voir comment ça évolue? Non. Je pense que les autres ont déjà essayé. On a le cas, l'expérience patente de l'Italie qui est là, qui doit nous enseigner que les mesures les plus fortes sont les plus efficaces. Les Chinois eux-mêmes l'ont montré. C'est en agissant avec force et fermeté qu'on arrive à confiner la maladie. Ensuite, quand on prend les mesures, c'est bien facile de s'asseoir et de décréter les marchés sont fermés, de décréter il n'y a plus de transport en commun, de décréter tout ce qu'on veut décréter, mais qu'est-ce qu'on fait pour atténuer les problèmes qui sont sous-jacents, qui vont naître du fait que des gens ne pourront plus travailler et ce faisant n'auront plus de revenus pour s'occuper de leur famille. Qu'est-ce qu'on fait dans ce sens-là? Moi, je crois que là, c'est extrêmement grave. C'est le rôle de l'État. Nous sommes tous, je veux dire tous, nous devons tous bénéficier des richesses de ce pays-là. Et dans des cas de catastrophe, comme nous vivons aujourd'hui, je crois que tous les efforts doivent être mis pour soulager les populations. Alors, et ce n'est pas seulement en luttant contre la maladie elle-même. Il y a les effets de la maladie. Quand vous confinez les gens, vous fermez les marchés, vous fermez les transports en commun, mais vous voulez que les gens vivent comment? Et c'est là où je pense que l'État devrait prendre des mesures fortes. Pour, par exemple, mettre des boutiques témoins où les gens peuvent s'approvisionner avec des protocoles de sécurité bien précis, tout le monde voit. Bon. Faire en sorte que les mélanges les plus pauvres, ceux qui sont au marché, qui vendent les cacahuètes, etc., qui n'ont rien là, qu'est-ce qu'on fait? On peut les trouver. La SONAGED, ces autres structures qui sont là, doivent être mises en branle. Sur le plan même de la gestion comme ça des entreprises, il y a des questions d'eau, d'électricité, etc. Bon, tout le monde en parle, mais il faut prendre des mesures claires pour permettre aux gens de savoir que le gouvernement est proche. Mais on a l'impression que ce pouvoir-là n'en a que... D'accord. C'est vrai que là-dessus, moi, je ne vais pas revenir sur le passé, mais je sais qu'en 2009, quand on a eu la fameuse crise diluvienne, oui. On a fait appel à la solidarité nationale. Le 1er septembre. On a fait appel à la solidarité nationale, quoique le contexte économique, même à l'époque, était encore meilleur. C'est pour dire que quand vous regardez tous les autres pays, que ce soit le Sénégal, le Niger, tous les présidents ont sorti des mesures avec des mesures d'accompagnement. Nous sommes le seul cas en Afrique sud-saharienne où le président est sorti, il a déroulé un discours sans mesure d'accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que l'état des finances du pays est exsangue. C'est un pays où on lève des dettes, on lève des emprunts obligataires pour payer des salaires, pour payer des dettes. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans les caisses de l'État. Et comme eux-mêmes, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas réussi du tout à réduire le train de vie de l'État, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? C'est ça la réalité. Quand on me parle des boutiques témoins, il y a le financement. Qui va supporter le coût de financement, en fait? La Côte d'Ivoire a des réserves. La Côte d'Ivoire a des moyens. Même le Niger a trouvé à peu près 597 milliards. Et nous, en fait, c'est assez révélateur. Le Burkina a un stock SONAGED qui est là. Oui, mais s'ils ne le font pas... Ils peuvent distribuer des vivres. C'est pas évident, parce qu'est-ce qu'on connaît la réalité? Parce que je me dis que c'est le seul président de la sous-région qui est sorti, qui a fait un discours où on n'a pas eu un déroulé de mesures d'accompagnement, que ce soit des mesures économiques ou financières. Maître, oui, lors du dernier conseil des ministres, le e-conseil des ministres, il faut préciser, il est ressorti dans le rapport que le président a instruit le ministre de l'économie, des finances, le ministre du commerce, d'analyser rapidement et de faire des propositions de mesures d'accompagnement. Oui. Mais là, dans les discours des autres chefs d'État au Mali, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Sénégal, dès le premier discours, une batterie de mesures d'accompagnement. Là, nous sommes déjà dans les mesures de fermeture, d'interdiction, de quarantaine, etc. Mais il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Parce qu'ils n'ont rien.
Si vous vous rappelez, j'ai déjà dit ici, ça fait quelques années de cela, qu'il faut un fonds de réserve de l'État. Et j'avais parlé en ce sens-là à propos des terroristes. On constitue un fonds de calamité, de catastrophe, et quand maintenant il y a un problème, on puise dedans. Vous avez vu que, si vous prenez le cas de la France, Macron n'a pas tardé à puiser dans le fonds. Si vous prenez dans le cas des Mais États-Unis... ce fonds, il existe au Burkina, dans la nomenclature, il existe. Je ne sais pas. Sauf si peut-être qu'il n'a pas, peut-être, on ne sait pas s'il y a de l'argent, mais il existe au Burkina. D'accord, je ne sais pas si ça existe. Donc si ça existe alors, mais qu'il puisse dedans et qu'il règle le problème. Parce qu'il y a des financements, même que vous parlez de Sonagès là, mais même pour distribuer, il faut des moyens. Il faut des moyens roulants. Et puis il faut des moyens humains pour le faire. Et ça, ce n'est pas fini. Vous savez par exemple, ça aurait été le temps des CDR de Thomas Sankara. Ce problème ne se poserait pas. La révolution démocratique Très populaire. vite. Parce que le pays était emmailloté. Les CDR maillaient tout le pays. Et puis, le problème de distribution aurait été réglé très, très rapidement. Ensuite, ce que je tiens à vous dire, c'est quoi? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toutes les mesures prises par le gouvernement. Pourquoi? Parce que cette maladie-là n'est pas une maladie sui generis. Ce n'est pas nous qui avons provoqué cette maladie. C'est une maladie qui est venue de l'extérieur. C'est une maladie importée. Dans un tel cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que j'aurais proposé, c'est le renforcement des structures sanitaires. Premier point. Une fois que ça c'est fait, on ferme les frontières. Et maintenant, on lève les mesures de confinement. Parce que ces mesures de confinement-là ne serviront à rien si les frontières restent poreuses. Mais les frontières sont fermées, les points d'entrée sont fermés, je dis l'aéroport fermé. Officiellement, c'est fermé. Mais est-ce que réellement, c'est fermé? Est-ce qu'il n'y a pas de point d'entrée? C'est ça le problème. Donc, on renforce les structures sanitaires, on les équipe bien, on ferme les frontières et on lève les mesures de confinement. Parce que ces mesures de confinement-là, c'est quoi? N'oubliez pas que le coronavirus est fort quand il s'attaque aux faibles. Quand ton organisme est faible et puis il te prend, tu as peu de chances de survivre. Or, par le confinement, on affaiblit les gens. Les gens n'ont plus beaucoup d'activités, ils n'ont plus beaucoup de moyens pour... Mais tous les pays l'ont fait. C'est la mesure barrière, la mesure minimum avant de pouvoir déployer. Je dis par rapport à notre réalité. D'accord. Quand vous vivez en France, par exemple, vous avez de quoi faire votre stock dans le frigidaire. Combien de gens ici ont des frigidaires pour stocker leur alimentation? Il faut sortir chaque jour. Et puis, quand vous vivez dans les pays développés, par exemple, la plupart des gens ont des cartes bancaires. Il suffit de sortir, tirer et puis venir. Ici, est-ce que c'est la même réalité? Donc, moi, je parle. Ici, les transferts d'argent existent. Oui, M. Loukman, ça existe pour les gens de la ville. Moi, je fais les campagnes. Je travaille Burkina Faso pour mon travail. Vous faites 100 km sans un point de transfert de Airtel Money ou de ceci, de cela. Donc, je parle de la réalité de notre pays. D'accord. Donc, ainsi, parce que le confinement, là, si les frontières restent poreuses, ça n'aboutit à rien. Et ça appauvrit la richesse nationale. On ne produit plus. D'accord. Merci. Alors, parfait, Sylvia. Très rapidement, on va revenir sur des propositions qui ont été faites de façon concrète par des organismes. Le parti politique, l'UPC, a fait des propositions. On a le sexe citoyen aussi pour la gouvernance du Covid-19 qui a fait aussi des propositions. On va revenir là-dessus. Non, je voulais dire que certainement, dans la nomenclature de l'État, il doit y avoir un fonds pour ce genre de catastrophe. Normalement. Oui. Alors, il se trouve qu'au Burkina Faso, avant le Covid, on avait l'insécurité. Et vous devez savoir que dans plusieurs ministères, les fonds dédiés à l'investissement n'ont pas raboté, ont été gelés dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Donc, le Covid-19 vient trouver un État déjà exsangue, qui a déjà des difficultés, qui est obligé de trouver beaucoup d'argent pour aller dans la lutte contre l'insécurité. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a le Covid. Donc, mais je crois que certainement, il y a des mesures qui vont venir, même si tout le monde les attendait, en tout cas assez rapidement. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir des mesures que l'État pourrait supporter que de se précipiter puis sortir des mesures qui ne vont pas tenir parce que en fait, l'État lui-même n'a pas les moyens de les tenir. Mais je crois que le plus important, moi je ne suis pas d'accord avec Maître Kilem quand il dit le confinement. Il y a certainement des difficultés. Est-ce que nous allons nous en tenir à ça pour dire « Ah oui, si on ferme les marchés, on aura beaucoup de difficultés avec... » On est face à une calamité. Mais en fait, c'est ça qui est le problème. C'est vrai, la fermeture des marchés sans mesure d'accompagnement peut être catastrophique.
Mais en même temps, ces marchés-là sont les lieux où, effectivement, il y a beaucoup de promiscuité. Ça aussi, c'est la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça? Pour moi, il faut que l'État aille rapidement avec les mesures d'accompagnement. En tout cas, pour que, effectivement, ces mesures-là, l'impact de ces mesures-là qui ont été lancées là, soit amoindri. D'accord. Non, moi, je maintiens ce que j'ai dit. Même avant la crise sécuritaire, dans notre pays, dans la gestion de notre pays, il n'y a pas un fonds de solidarité qui est là, qui est logé, qui est disponible. Ça n'existe pas. Et même pour vous donner d'autres éléments, malgré le contexte sécuritaire, vous avez vu les grands travaux qu'on a lancés à coups de milliards. Il faut avoir des priorités. D'abord, un État qui est confronté... Bon, on va pas, voilà, parce qu'on n'a pas toutes les, pas tous les éléments. Dans tous les cas, les téléspectateurs, voilà. Je pense peut-être aux financiers ou à toute personne qui si ces fonds existent, mieux informée sur ça, pourrait nous, voilà. au cours des appels d'interaction, pourrait nous le dire. Mais je pense qu'il y a un fonds qu'on appelle le fonds d'urgence qui existe dans la nomenclature. Est-ce qu'il est fourni ou pas? Là est toute la question. Lengani, je voudrais citer des mesures qui ont été proposées par l'UPC. Ce sont des mesures purement, on allait dire, économiques. La suspension et le report du paiement des impôts et taxes comme la TVA et l'impôt sur les sociétés afin de consolider la trésorerie des entreprises. Le report pour 3 mois des paiements des factures d'eau et d'électricité des PME, notamment du secteur informel et des foyers à faible consommation. La suspension de l'arrêté portant augmentation du prix des hydrocarbures récemment décidé, un plaidoyer bien argumenté auprès des banques, des établissements financiers pour tout simplement le rehaussement des dettes et de leurs encours, l'application rigoureuse de la réglementation en matière de droit du travail afin de mieux protéger les travailleurs. Alors, la réaffectation des crédits non consommés suite aux mesures prises de lutte contre la pandémie dans un fonds de soutien aux entreprises en difficulté. C'est vraiment des mesures purement économiques. Oui, effectivement, j'ai lu le document de l'UPC, je trouve qu'il est très riche. Mais je voudrais dire 2 petites choses. La première, par rapport au Conseil des ministres, il ressort que le président de façon a donné des instructions aux ministres pour réfléchir et trouver les mesures pour faire face aux effets des décisions qui ont été prises. Moi, je pense que c'est inacceptable. Si un ministre doit s'asseoir pour que dans une situation pareille, ce soit le chef de l'État qui lui dit de faire son travail, moi, je crois que c'est de la grande foutaise. C'est de la grande foutaise. Il n'est pas un ministre, c'est pour prévoir, c'est pour gérer des situations. Il ne s'assoit pas pour attendre que le président de façon lui dise réfléchis et fais-moi des propositions sur telle ou telle chose. Alors que partout ailleurs dans le monde, des gens ont déjà réfléchi, ont déjà fait des propositions. Moi, je pense que on ne doit pas accepter de sortir, même si ça a été dit en Conseil des ministres, de grâce qu'on ait la pudeur de cacher la médiocrité des gens. Ensuite, je voudrais dire que, de mon point de vue, il faut que le gouvernement montre qu'il est proche des populations. Ça veut dire quoi? Les mesures d'accompagnement qui sont prises ne vont pas forcément pallier le manque à gagner, mais ça montre la solidarité, l'attention du pouvoir, du gouvernement vers ces populations-là. Et forcément, ça amène à accepter les efforts qui sont demandés par le confinement, par l'ensemble des mesures. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, par rapport aux mesures, nous savons que nous sommes dans une crise sociale incroyable, que le Covid-19 est venu mettre en parenthèse. Qu'est-ce qu'on fait de cette question? On va en arriver là. D'abord, on est sur la question des mesures pour mitiger en fait les effets proposés par certains. Ensuite, on a évoqué ici le cas de l'insécurité qui est là effectivement. Mais on n'en parle plus. Je voudrais juste faire remarquer que quand 10 jours... On va pas changer. On ne change pas. Oui. Je pense que, effectivement, comme Conservo l'a dit, un État, c'est des priorités. C'est la capacité à définir à un moment T quelles sont les priorités pour mon peuple aujourd'hui. Voilà, en fait, avant de venir sur les mesures de l'UPC, là, moi je demande en fait, la cellule de coordination nationale, la réponse doit intégrer dans son mécanisme là
les structures privées, parce que c'est très important. On va arriver à la riposte de façon structurelle. J'ai vu les mesures. C'est des mesures un peu micro et qui s'adressent un peu aux entreprises, parce que vous imaginez, déjà même, les entreprises n'ont pas attendu que l'État dise de désinfecter les lieux de travail, de donner des masques, ça c'est un coût. Maintenant, c'est vrai que ces mesures-là, sur la fiscalité, la TVA, la TVA est liée à l'activité. Une entreprise qui n'arrive pas à vendre, parce que dans cette situation, l'activité va se restreindre. Si l'activité se réduit, il n'y aura pas de TVA, parce que c'est lié. Donc, en fait, vous savez très bien que la TVA, c'est une des taxes très, très fiables qui contribue aux recettes de l'État. C'est problématique, mais ça, c'est aussi lié au niveau de l'activité. Il faut que l'activité tourne pour que les gens puissent faire faire des ventes et percevoir des TVA. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être la possibilité de rééchelonner les dettes. Parce que si le niveau de l'activité baisse, dans le privé, les salaires, on les paye avec une partie des recettes. Si vous ne faites pas de recettes, à un moment donné, vous n'aurez pas de salaire. Et si vous n'avez pas de salaire, vous ne pouvez pas aller honorer vos engagements en banque. C'est ça le danger, en fait, que l'on voit. Maintenant, les autres mesures par rapport au carburant, ça c'est vrai, l'État peut jouer sur ça. Mais c'est vrai que c'est des mesures micro et qui s'adressent d'abord à soutenir les entreprises. On va juste ajouter, peut-être appuyer à ces mesures micro qui sont économiques là, d'autres propositions, notamment du sexe citoyen, qui est un think tank donc, qui est créé par rapport à tout ça, la gouvernance du Covid-19, qui propose des mesures d'accompagnement pour mitiger certaines conséquences sociales et pour faciliter l'accès des ménages aux denrées de première nécessité pour les plus pauvres notamment. Alors, il est proposé de faciliter l'accès aux denrées et aux produits de première nécessité en plaçant des boutiques témoins de l'État et en multipliant les points de vente de ces produits-là pour l'approvisionnement des ménages et des boutiques de quartier, de mettre en place un mécanisme de ravitaillement porte à porte, en plus des aires marchandes barrées pour empêcher la construction des marchés de fortune et puis stimuler l'élan de solidarité communautaire par l'organisation de collectes hebdomadaires de dons, assurer la dotation des personnes indigentes et ménages démunis en produits de première nécessité à travers la mise en place d'un plan d'assistance des ménages démunis par des bons et des tickets d'achat gratuits au point de ravitaillement, la mise en circulation de citernes d'eau pour ravitailler les zones où l'eau est d'accès difficile, et puis la mise à contribution des leaders religieux traditionnels dans l'assistance pour pouvoir identifier et toucher les ménages vulnérables, et puis impliquer les ONG, les mairies, le CONASUR, les ONG, qui ont l'habitude, la Ligue des consommateurs, qui ont l'habitude des choses. Et, question économique rapidement, instaurer une amnistie fiscale d'1 mois pour les commerçants des villes concernées par les mesures et suspendre le bail locatif concernant les espaces, jardins et boutiques, notamment à Ouagadougou et à Bourg-de-la-Soue. Oui, le bail, les dernières mesures fiscales, je trouve que c'est très bien, parce que si vous êtes un tenancier que vous fermez, vous allez payer avec quoi. Ça, c'est très bien. Mais en revanche, ce que je doute, c'est, voyez-vous, on dit d'impliquer les structures décentralisées comme les mairies. Ces mairies-là n'ont pas une culture de service public. C'est tout un problème. Et ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas, ça ne se crée pas. En Europe, la mairie est au courant, par exemple, des ménages qui sont défavorisés et ils sont suivis. Ici, ça c'est bien, c'est le principe, j'ai bien vu. Maintenant, les aires de marchands barrés, ça c'est très bien. C'est une idée qui peut être exploitée, explorée et qu'on peut même développer à l'échelle même nationale. Parce que le problème des marchés, c'est quoi? On ne contrôle pas très bien. On peut, par exemple, limiter le nombre de personnes qui rentrent. Et délimiter. Tout ça, c'est une très bonne mesure qu'on peut exploiter et puis développer même à l'échelle nationale. Moi, je trouve. Maître, je voulais par rapport à cette proposition, j'ai vu effectivement sur les réseaux sociaux la mesure qui a été prise par la mairie de Dori par rapport au marché. J'ai vu effectivement des étals où il y avait une distance de sécurité entre l'acheteur et le vendeur, et effectivement il y avait un contrôle des entrées où effectivement il y avait du savon, de l'eau et puis le gel hydroalcoolique. Donc dans le contexte de Ouaga où il y a 36 marchés qui ont été fermés, il y a certainement d'autres petits marchés. Est-ce que cette initiative ne peut pas être répliquée dans ces petits marchés pour que, effectivement, parce que le danger, c'est que les marchés qui ont été fermés, le public
de ces marchés fermés-là ne se retrouvent dans les petits marchés, n'en créer d'autres. voilà, qui n'ont pas été fermés. Donc, on va se retrouver en fait avec la même situation. Est-ce qu'on ne peut pas répliquer, en tout cas, cette solution de la mairie de Douai dans ces petits marchés-là? Je pense que c'est important. Cette proposition de la société civile, des partis politiques. Ce que vous avez énuméré, tout ça, c'est bien pour les centres urbains. Dans les campagnes et les villages, on fait comment? C'est ça le vrai problème. Mais on réplique la même chose. Dans les campagnes et les villages, les marchés qui se font en certains jours indiqués, mais ces marchés-là, on peut faire en sorte que... Quel personnel va superviser ça? Concevez bien de dire que les mairies n'ont pas... Mais dans chaque village, il y a un conseiller, il y a un CVD. Mais est-ce qu'ils font le travail? Est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs des populations? C'est ça le vrai problème. Quel personnel va superviser ça? C'est ça le vrai problème qui va se poser. Parce qu'à l'heure actuelle, là, les conseillers, tout ça, c'est des postes politiques où on se distribue des prébendes, mais pas pour travailler. Mais est-ce que ça aussi, ce n'est pas une critique qui n'est pas dans le cas de l'urgence? Aujourd'hui, nous sommes dans le cas de l'urgence. Tout le monde est conscient. Oui, mais c'est dans l'urgence. Est-ce qu'un conseiller politique ou un conseiller qui se fait élire n'est pas conscient que la maladie peut décimer son électorat? Monsieur Saorgo, ça ne s'improvise pas. Ce sont des comportements qui se cultivent. On n'improvise pas. Oui, mais on apprend quelque part un jour, non? Oui, mais à un moment donné. Mais vous savez, il y a un proverbe qui dit que ce n'est pas le jour de la chasse qu'il faut nourrir son chien. D'accord. Donc, c'est des structures qui se préparent. C'est une mentalité qu'on prépare à l'avance. D'accord, merci. On va continuer juste pour parler de la riposte aujourd'hui. Certains se posent la question sur l'organisation de tout ça. Il y a des propositions. Par exemple, le Cercle citoyen a proposé de décentraliser au niveau des CIACR pour qu'il y ait des postes avancés, pour qu'il y ait la prise en charge de l'urgence déjà au niveau des régions autour des CIACR. On a remarqué que c'est centralisé à Ouagadougou, tout se fait à Ouagadougou. Et puis la question des soins, on en a parlé, donc protocole duel. La question des structures privées également dans la prise en charge pour maximiser d'abord pour la décentralisation, impliquer les CIACR, les gouverneurs, les... Ça c'est tout à fait normal parce que comme vous avez vu, l'épidémie s'est un peu étendue dans toutes les autres régions du pays. On a Houndé, Boromo, ça s'est élargi. Donc il faut qu'au niveau régional, le même provincial, le même communal, les gens puissent avoir des comportements à tenir, du matériel et éventuellement un dispositif pour pouvoir répondre. Ça c'est tout à fait important. Mais et ce que je disais aussi, il faut intégrer les structures privées parce que l'État tout seul ne peut pas. Moi, j'ai vu quelque part que, par exemple, concrètement, il y a des cas. Actuellement, il y a une hantise. Quand quelqu'un a les signes même d'une grippe ou d'un, je ne sais pas moi, d'une angine, tu vas dans une clinique privée, ben les gens ont peur, personne ne veut même t'approcher. Parce que peut-être que c'est qu'une grippe ou bien un truc. Donc, parce que, alors, il faut donner le matériel. Parce qu'en fait, là, on a parlé du terrorisme, mais là, c'est une autre forme de terrorisme. Les soldats, c'est les médecins. Tout le personnel de corps médical, ce sont des soldats. Et leurs armes, c'est le matériel. Donc, il faut que l'État leur donne le matériel. Mais est-ce que au niveau de l'État et des structures privées, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de méfiance ou d'hégémonie quelque part? Parce qu'on a remarqué que selon certaines informations, il y a des produits typiques que l'État a bloqué au niveau des cliniques, que les cliniques ne peuvent plus utiliser pour les patients. Il y a tout ça. Et l'État ne peut pas répondre. Puisque vous avez bien vu le 30-35-35, vous appelez, vous en avez pour. Si vous avez la chance, peut-être c'est au bout de 72 heures qu'on va peut-être vous répondre. Mais pendant ce temps, si les cliniques privées, les structures, je ne dis pas cliniques, les structures privées peuvent prendre en charge, pourquoi pas, ça aide les gens, ça aide l'État. Et là, il faut que quelque chose bouge à ce niveau, forcément. Parfait. Décentralisation et riposte avancée, impliquer les autorités déconcentrées, décentralisées, réorganiser le plan de riposte en intégrant tout ce beau monde, mais aussi les structures privées. Les cliniques aujourd'hui, quel est leur rôle? Je commence par les structures privées, les cliniques. La semaine dernière, effectivement, je ne dirais pas le nom de la clinique, il y a eu 2 décès dans une clinique. Les choses se sont faites de telle sorte que la prise en charge des cas n'a pas été faite selon le protocole qui était défini depuis un certain nombre de jours. Et donc, les cas de décès n'ont pas été comptabilisés. Et c'est après qu'on a eu un petit problème de comptage. Donc, ça montre qu'effectivement, dans les cliniques, il y a un vrai travail qui doit être fait, en collaboration effectivement avec le ministère de la coordination, pour qu'effectivement, dès qu'un malade arrive et qu'il commence à présenter les signes, mais il faut rapidement le référer ou en tout cas prendre les mesures pour que la prise en charge puisse commencer à ce niveau, le temps de transférer la personne là, à l'hôpital Tengango. Deuxième élément, c'est au niveau des régions. Effectivement, quand on regarde, on a 10 ou 13 cas à Bobo.
on en a d'autres aussi. Ça veut dire que, en tout cas au niveau régional, là, les mêmes protocoles de prise en charge là, doivent être mis en œuvre. Mais je veux ajouter une autre proposition qui me semble intéressante. On a des structures, aujourd'hui, je prends par exemple l'université Ouagadougou. On a une cité de 1000 lits qui est presque terminée, il reste à raccorder l'eau et l'électricité. Pourquoi aujourd'hui on n'enverrait pas là-bas un certain nombre de cas? Confiner des gens. Quoi. Voilà. Et on laisse maintenant Tengango et puis peut-être la clinique gênée pour vraiment les cas les plus importants. Maintenant, tout ce qui doit être il y a des cas d'hospitalisation, oui. Il y a des cas de confinement pour observation, voilà. C'est tous ces cas d'hospitalisation qui ne sont pas très très graves là. On peut effectivement amener ces personnes là-bas. Comme peut-être on pourrait aussi réquisitionner aussi des hôtels pour qu'on puisse arriver à ça. Merci. Maître, oui. Sur ces questions? Non, tout ça, c'est surtout ce que Parfait vient de dire, c'est à adopter. Mais tout revient à quoi? Une question de moyens. Alors, que ce soit l'allègement de la TVA, de la fiscalité, de ceci, de cela, c'est une question de moyens. Et s'il n'y a pas un fonds d'urgence, s'il n'y a pas un fonds spécial, ce serait difficile. C'est pour ça que la nécessité de constituer ce fonds-là a toujours été posée et se repose avec acuité. Maintenant, ce que j'ai à dire, c'est quoi? Le coronavirus, là, il faut que à quelque chose de malheur est bon. Il faut qu'on en tire une leçon pour notre propre développement. D'accord. Je n'ai pas terminé. Oui, d'accord. Parce qu'avec le coronavirus, nos dirigeants ont compris qu'ils ne pouvaient pas se faire soigner à l'étranger. C'est ici. Donc, si vous n'avez pas équipé vos hôpitaux, c'est à votre détriment. D'accord. Donc, il faut que nous comprenions à partir de là, si les frontières sont fermées et que notre production interne est faible, nous allons mourir de faim. Donc, il faut que nous comprenions à partir de là que nous devons consommer ce que nous produisons et que nous devons produire ce que nous consommons. Merci. Et que si nous ne nous équipons pas en matière de santé, même les grands peuvent en souffrir. Merci. Et qu'ils en tirent une leçon. Merci, maître, pour la leçon politique. Alors, très rapidement, il y a une question, Lengani, il y a une question qui revient. L'UPC l'a dit, demandant donc en termes politiques au MPP de reprendre langue avec les partenaires sociaux dans les plus brefs délais et de réunir les acteurs du monde économique à travers les structures représentatives pour rechercher des solutions consensuelles. Au niveau aussi du sexe citoyen, il a été proposé par exemple la suspension de la mesure de l'UTS et aussi une unité nationale, donc un renforcement du dialogue et que tous les acteurs se retrouvent pour former ce qu'on va appeler l'union sacrée autour de la question. Lengani. Moi, je pense que c'est de très bonnes propositions. C'est ce qui ressort même quand vous écoutez les gens parler de la volonté des gens. C'est-à-dire que le Burkina se mobilise effectivement contre les deux principaux ennemis qu'il a aujourd'hui, qui sont l'insécurité et le Covid-19. En plus aussi, il y a la crise sociale qui est là. Comment lutter contre... Je suis quand même sidéré. Comment est-ce que le pouvoir MPP pense s'en sortir tout seul contre ces trois fronts-là? Comment il compte s'en sortir tout seul contre ces trois fronts-là? C'est une question que je me pose. D'accord, on va faire une seconde dessus. Et je me dis... On aura l'occasion avec les téléspectateurs. Prenez par exemple l'insécurité. Depuis 10 jours, ça fait 65 morts. Oui. 65 Burkinabés ont été tués dans ce pays-là depuis 10 jours. Le Covid, ça fait que 11 pour le moment. Le Covid, c'est 11. Vous prenez la question de la crise sociale. On est entre la peste et le choléra. Oui, mais c'est même pire. Et avec des gens qui sont masqués et qui regardent faire parce que, comme s'ils ne sont pas concernés. Et je dis que, effectivement, il faut que le pouvoir MPP comprenne qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est le peuple burkinabé qui peut s'en sortir. Ce que j'ai à dire, très rapidement, mettre par rapport à ça. Oui, c'est un message d'espoir. C'est pas de mettre un gouvernement de crise. Bon, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je veux dire au Burkinabé, que de ne pas avoir peur du coronavirus. Pourquoi? C'est une maladie qui a été importée. Si nous fermons nos frontières, nous pouvons la contenir. Mais c'est déjà là. Pourquoi je dis... Oui, mais c'est pour ça que je dis, si nous fermons nos frontières, ce qui est déjà là, nous pouvons la contenir. Mais la question ici, est-ce que politiquement, comment on y fait face? Est-ce qu'il faut unir les forces? Est-ce qu'il faut laisser le parti au pouvoir qui est au pouvoir donc conduire la question? Ou est-ce qu'il faut revoir la question des syndicats? Non, ça c'est au parti au pouvoir d'apprécier. C'est au parti au pouvoir d'apprécier s'il a les moyens ou pas.
Voilà, laissez-moi terminer. Oui, allons vite, parce que savez, la question c'est non, vous savez, ça. nous, en Afrique noire ici, ça fait plus de 15 000 ans que nous côtoyons les animaux. Toutes les maladies issues des animaux, là, on a eu à les expérimenter et à produire des anticorps. Et au 19e siècle, les dernières maladies, là, nous ont donné l'occasion de produire des anticorps. Donc maintenant, tout ce qui nous vient là, c'est des maladies fabriquées. C'est des maladies fabriquées. Évariste, il a raison. Sur la question, la question de l'unité nationale, de l'union sacrée, voilà. Non, la dernière fois, non, il a raison, je suis totalement d'accord avec lui. Maintenant, la dernière fois ici, j'ai parlé de remobiliser l'administration. Ça, c'est très... comment est-ce que vous... Mais le problème, en fait, qu'on a avec le gouvernement MTP, on a l'impression qu'ils pensent qu'à eux, tout seuls, ils peuvent trouver toutes les solutions qui concernent la vie de la nation. Ce n'est pas possible. Il faut intégrer tout le monde. Par exemple, la Constitution prévoit que le président, le chef de l'État, consulte l'opposition sur les questions d'intérêt national. Ce n'est pas un problème partisan, c'est un problème national. Et il faut concerter tout le monde. Parfait, Sylvain, très rapidement sur cette question. Non, évidemment, nous sommes dans une crise où on a besoin de toutes les compétences. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit que nous sommes dans cette lancée. On a vu l'UPC qui a fait des propositions intéressantes. On a vu un certain nombre de think tanks comme Free Afrique ou Covid-G. Il y a d'autres propositions. Il y a d'autres cercles, il y a d'autres propositions qui sont faites. Évidemment, c'est une invite au gouvernement à prendre toutes ces propositions en compte. Et évidemment, à les traiter avec le plus grand sérieux. La question ici, est-ce que le gouvernement lui-même, il est encore en l'état de faire ça? Il est en l'état. C'est ça la question. Est-ce que le gouvernement n'a pas besoin lui-même d'être renforcé par d'autres forces sociales pour pouvoir mener à bien cette... Quand vous dites qu'il est en l'état, est-ce qu'il est sclérosé ou bien... Et maintenant, on est dans les conseils, on ne voit pas tous les ministres. Oui, tout le monde a disparu par rapport... Non, est-ce que c'est pas il y a des ministres peut-être qui sont testés positifs, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement a perdu toutes ses capacités de travail, il a perdu toutes ses capacités de réflexion et tout. Ce qu'on dit ici, c'est qu'effectivement, il doit prendre en compte toutes les propositions qui sont faites par la société. Merci, et qu'il ne peut plus travailler en vase clos. Nous sommes dans une crise qui concerne tout le monde. Merci, parfait, Sylvain. On va y venir. Je permets de dire qu'un ministre qui attend que le chef d'État lui donne des instructions dans des situations pareilles. Merci. On va continuer. Dans tous les cas, on est en politique. On parlera du RPB, qui est le nouveau parti qui a été lancé par Louis Armand Ouali, qu'on connaît, un ex-militant, donc cadre donc, de l'UPC, qui par la suite est passé du côté de l'autre côté, qui n'était plus donc de l'UPC, qui est parti au pouvoir. Et aujourd'hui, il a créé un parti, il est conseiller du président du Faso, il a créé un parti, le RPB. Au départ, c'était le mouvement pour le Burkina Faso, mouvement de rassemblement pour le Burkina Faso. Et puis aujourd'hui, rassemblement pour le Burkina Faso, c'est un parti qui vient de là. Très rapidement, votre avis, parce que l'homme est quand même bien connu, c'était un vieux de la vieille, comme on dit. Évariste Concevo. Franchement, je suis tombé des nues dans ce mois de mars où les gens se cherchent. Et qu'un nouveau sorte. En fait, c'est même pas quelle est sa valeur ajoutée, puisqu'il semble que c'est un parti qui sera d'obédience la majorité. Donc, il est déjà avec le MPP, il gouverne déjà avec le MPP. Et il nous dit qu'il sort pour créer un parti satellite, pendant que le pays traverse des problèmes. Moi, franchement, j'avoue que je suis déçu. Et c'est tout ce que il est conseiller du président, il aurait pu c'est tout ce que je préfère, franchement, ne plus rien dire, pour le respect que j'ai pour la personne. Je suis désolé, pas ta déception. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un Burkinabé de sortir créer un parti politique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche? Non, moi je ne vois pas le problème. Et puis, il faut considérer Ouali quand même, ce n'est pas n'importe qui. Ouali, c'est quelqu'un qui a été député, qui était maire de Gawa. Quand on dit... non, moi je ne vois même pas le problème. Quelque part, est-ce que il y a du politiquement correct dans ça? Quand par exemple on est conseiller du président, le président élu a été porté, la candidature du président a été portée par un parti qui est le MPP. Aujourd'hui, on est avec le président à côté comme conseiller spécial et on crée un autre parti. Est-ce que ça ne crée pas un peu de confusion? Non, il n'y a aucune confusion. Vous savez, quand vous regardez, vous savez tous qu'on est dans le sens du renforcement de la base politique du parti au pouvoir. C'est ce qui se passe, puisque c'est un parti de la mouvance. Donc, il aura
un objectif précis sur une zone politique bien précise. Donc, c'est dans le Mais sens... pourquoi le MPP n'aurait pas de base là-bas? Pourquoi, voilà... C'est de la stratégie politique. Un parti au pouvoir regarde, il se dit, je peux avoir un certain nombre de... sur un certain nombre de zones, je peux avoir beaucoup de chances de gagner, mais sur un certain nombre de zones, je peux travailler avec un parti satellite pour essayer de claner des voix. Mais ça, c'est connu. Lengani, est-ce que c'est une simple stratégie ou tout simplement une affirmation avec la caution, bien sûr, du président du Faso, parce qu'il est quand même à côté? Est-ce que ça augure des difficultés ou est-ce que c'est vraiment dans la logique de l'occupation du terrain? Moi, je vois deux évidences. La première est que, effectivement, Wali, que je respecte beaucoup, qui n'était pas n'importe qui, est devenu n'importe qui. Pour moi, est devenu n'importe qui. Parce que, de mon point de vue, un homme politique de sa trempe, dans la situation que vit aujourd'hui le Burkina Faso, devrait avoir d'autres priorités qu'un positionnement politique. De deux, de mon point de vue, ça veut dire que c'est une conséquence logique que le MPP n'est pas attractif. Ça veut dire que lui qui est conseiller du président, qui travaille avec le président du Faso, ne se sent pas, ne peut pas se sentir dans le parti du président. Ça veut dire que le MPP de Simon Compaoré n'est pas attractif. Et ça, c'est un problème que Simon doit résoudre rapidement. Et il m'étonnerait qu'il puisse arriver à un résultat probant avant les élections qui arrivent. Mais est-ce que là, on ne verrait pas, de l'autre côté, on ne verrait pas au MPP ou ailleurs, est-ce qu'on ne penserait pas que le président lui-même aide à la création des partis concurrents à son parti? Dans tous les cas, même si c'est dans le même bord, c'est des partis concurrents parce que aux élections, par exemple, locales ou législatives, forcément, ce parti va vouloir aussi sa part du Monsieur Loukman, on comprend, hein, comme Parfait l'a dit, on comprend. Hein, c'est le monsieur mobilise dans sa région, donc il crée un parti pour sa région. Et c'est là que je dis que M. Wali est devenu n'importe qui pour moi. Un homme politique, sa trempe, ne peut pas réfléchir région, ne peut pas réfléchir microscope. C'est incroyable. Ça, c'est une analyse des parfaits. Le parti est un parti qui obéit à la territorialité. Non, mais j'ai dit ce parti-là, écoutez, il ne faut pas qu'on se grave pour rire. Nous savons tous que ce parti-là n'a pas une envergure nationale. D'accord. Maître, pour terminer sur cette question, oui, bon, d'abord, moi, conseiller du président qui crée un parti. La première des choses, je dirais que à l'Ouest, rien de nouveau. Parce que ce n'est pas la première fois que Armand change de parti. Il a commencé, n'est-ce pas, par le PAI, puis l'ODPMT, ensuite le parti des Ifine Diabré. Avant le parti des Ifine, c'était le RDB. Oui, mais voilà, et puis sur l'UPC, et puis maintenant, donc pour moi, à l'Ouest, rien de nouveau. Deuxièmement, non, contrairement à ce que dit Consembo et puis Lengani, je ne vois pas en quoi créer un parti à cette heure-ci-là peut être dramatique. Au contraire, ça peut être une question de mobilisation des forces. Il peut contribuer dans ça là à la mobilisation des énergies et des forces. On ne sait pas pourquoi il crée le parti. Mais quand on regarde tout ce qui est, quand on a vu le personnel de ce parti, on n'a pas vu grand-chose. Il n'y a que lui-même Armand Wali. Oui, mais c'est ce que vous dites. Attendez de voir. Pour mobiliser des forces, etc., on aurait peut-être vu des personnalités. Vous ne savez pas la suite. Vous ne savez pas la suite. Et puis, troisièmement, je peux vous dire que c'est comme a dit Parfait, ça peut être une question de stratégie politique. Il y a des gens, par exemple, qui ne voteraient pas MPP, mais qui pourraient voter MPP à travers Wali. Donc, c'est une question de ratissage. La finalité, c'est quoi? Et donc, comment je vais dire là, c'est tout comme le NTD, dont on dit, n'est-ce pas, qu'il est très proche de Simon Compaoré, et donc qui sert, n'est-ce pas, à aider le MPP à ratisser large. Donc, c'est une question de stratégie qui a toujours valu. Même sous le CDP de mon ami Lengani, il y avait le RDB, oui, c'est quoi là, qui était un parti de paille comme ça qui servait à aider le CDP à ratisser large. Donc, vu l'approche des échéances, les grandes parties font des stratégies comme ça qui consistent à les aider à mieux ratisser. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui qu'on est dans une stratégie du MPP ou c'est une stratégie personnelle? C'est une stratégie. Est-ce que c'est une stratégie du MPP? Si n'est pas... Une seconde, parfait, et puis on va à l'international au Mali. Je n'ai pas dénié le droit à M. Wali. J'ai dit que je suis un peu touché par
pour le respect que j'ai pour sa personne, que une personnalité comme ça, parce que moi j'ai des rapports personnels avec lui, dans le contexte actuel du pays, devait avoir d'autres soucis. D'autant plus que quelle est la valeur ajoutée de ce parti, puisqu'il est déjà avec le MPP. Ok, moi je comprends bien la stratégie. Avec le président du FAS. Il est déjà avec le président. Donc je comprends bien la stratégie, c'est aller flatter les pauvres paysans, récupérer leur voix, venir refiler après au MPP. Ça je connais, et je trouve que c'est vraiment pas quelque chose qui est à son honneur. C'est ce que j'ai dit. Non, voilà. Voilà. Vous avez tout il y a la question, il y a aussi il y a aussi un péché. Il est déjà à côté. Il y a aussi le fait que, monsieur, il y a le préjugé aussi des champions aussi de nomadisme qu'on lui colle aussi. Oui. Il a été même d'ailleurs la première victime de cette application de la loi sur le nomadisme. Il ne faut pas oublier une chose non plus. Il est conseiller du président à l'heure actuelle, mais le président ne fait pas apprécier sa base. C'est ça. Parce qu'il a quitté l'UPC pour rejoindre le président. Mais maintenant, chaque poste politique, n'est-ce pas, doit correspondre à une certaine base, une certaine représentativité. Pour pouvoir conserver, même ne serait-ce que son poste de conseiller, il faudra qu'aux prochaines échéances, il montre que je vaux tant. Et à partir de là, maintenant, on peut mener les négociations. Donc c'est une affaire d'intérêt personnel. Oui, c'est comme ça. Évariste, il a tout expliqué. Vraiment bien, il a tout expliqué. Donc moi, je ne sais même pas ce qu'il va ajouter. Il n'est pas différent. Il n'est pas différent, mais tous les partis le font. Tous les partis cherchent à renforcer les bases politiques. Tout le monde l'a fait. Merci. Parlons du Mali cette fois-ci. Peut-être qu'il faut changer d'option politique. D'accord. On parle maintenant du Mali. On parle du Mali cette fois-ci pour une situation, en tout cas, pas du tout heureuse. Disons, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui était donc en campagne, en tournée pour la campagne des législatives, a été donc enlevé avec 11 personnes de son équipe. Et finalement, il est toujours, en tout cas, maintenu entre les mains de ses ravisseurs. On estime que c'est un groupe armé bien connu, proche de Amadou Koufa, c'est ce qui est dit. Malheureusement, il y a eu un mort au moment donc, des opérations. Son garde du corps est décédé. Il y a eu des blessés. Lui-même serait toujours en vie. Alors, c'est une situation très difficile. Non, parfait. C'est vraiment malheureux. J'ai pu lire la retranscription d'un message dit. Voilà, qui était attribué à ce groupe-là. C'est vraiment dommage que ça arrive à cette période. J'avais envie de au premier moment, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il était allé faire dans cette galère? C'est la question que je me posais au début. Après, on se dit, c'est quand même une région qu'il connaît bien. Je pense qu'il a dû prendre des mesures en collaboration avec l'État malien avant d'entreprendre cette tournée dans la zone de Niamfouké. Bon, quand on lit aussi, on se demande si ce n'est pas pour des raisons bassement matérielles qu'il a été enlevé. Parce qu'on sait que si c'est quelqu'un effectivement qui a un matelas financier assez épais, est-ce que vraiment ce n'est pas pour des questions d'argent? Est-ce que ce n'est pas simplement pour avoir une rançon très très importante qu'on a enlevée? Bon, en attendant de voir, mais c'est vraiment dommage. D'accord. Maître, oui. Il a été enlevé. Oui. Jusque-là, il n'y a pas de revendication assez concrète. Oui, la revendication dit quoi concrètement? Peut-être que ce n'est pas authentifié. Sinon, il y a une revendication. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, elle dit que c'est le groupe de Koufa qui l'aurait enlevé pour l'islamiser. Parce qu'il ne semble pas ne pas connaître l'islam. Parce que dans un de ses discours-là, il a dit que l'islam est basé sur 5 piliers et qu'il a été incapable de citer les 5 piliers. Et que donc, ils vont l'islamiser, ils vont le rendre barbu, etc., avant de le libérer contre rançon et contre la libération de leurs membres qui sont détenus à Bamako. C'est ce que dit. Maintenant, est-ce que c'est authentique? Ça, je ne sais pas. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que le terrorisme, c'est comme le coronavirus. Hein? C'est indiscriminé. Tout le monde peut en être victime. Et c'est ce que les hommes politiques doivent savoir. Moi, ce que je ne comprends pas, un État comme le Mali, qui est beaucoup plus confronté au terrorisme que nous, et dont les chefs militaires, etc., nagent dans la corruption. L'argent destiné, n'est-ce pas, à acheter les armes, à faire tout, se termine souvent dans les poches ou dans les comptes particuliers des gens. Et le président lui-même, il est là, et il regarde, tout le système est dedans. Mais comment voulez-vous que les terroristes aussi ne se disent pas que nous voulons notre part?
D'accord. Alors, je pense que c'est d'abord une question de gouvernance au Mali, et je pense que cette affaire-là va interpeller et l'opposition et le pouvoir en place au Mali pour qu'ils se mettent au sérieux pour lutter contre le terrorisme. Lengani et Évariste, pour terminer sur la question du Mali, alors, il y avait déjà une intention de dialogue entre les différentes parties, le gouvernement et les groupes armés. Est-ce que cette prise d'otage n'est pas, j'allais dire, une façon d'avoir quelque chose à mettre au change dans le cadre de ces dialogues? Est-ce que les groupes armés ne voudraient pas donc utiliser Soumaïla comme un moyen de chantage dans le cadre Mais suite à la proposition de dialogue qui était faite par l'ancien président de la transition, je pense que les chefs des groupes armés sont sortis, ils ont donné leur réponse, les conditions de négocier, c'est-à-dire que c'est le caractère laïque. Ils ont donné les conditions qui n'étaient même pas conciliables. Maintenant, non, mais dans ce cas d'espèce, concernant le président Soumaïla, en plus, il semblerait que c'est un otage. Et quand on dit otage, généralement, c'est pour échanger ou bien pour marchander quelque part. Donc, attendons de voir la suite. Lengani, très rapidement. De mon point de vue, bon, ça marque deux faits que je note. Hein. D'abord que la sécurité de M. Soumaïla Cissé n'était pas garantie, n'a pas été garantie par l'État malien, qui est responsable de la sécurité des Maliens. Et en plus de l'État malien, il y a tout le Bataclan qui se place là-bas. On sait que c'est quelqu'un c'est une cible potentielle importante. Pourtant, pratiquement rien n'a été fait, puisque dans l'affaire, il n'y a que, c'est malheureux de le dire, un seul mort qui est son garde-corps. Ensuite, de mon point de vue, ça marque le fait que l'État malien est parti aux négociations sans même un accord entre les grands acteurs politiques maliens. Ça veut dire qu'ils ont voulu, il a laissé à côté tout le monde, c'est comme si le pouvoir MPP décidait aujourd'hui de négocier sans associer l'ensemble de la classe, c'est-à-dire la réconciliation nationale dont on parle, on fait fi de ça et on bondit pour négocier avec les adversaires. D'accord. Merci, Lengani. On va prendre notre premier téléspectateur qui appelle, M. Nyoli. M. Nyoli appelle de Diapaga. M. Nyoli, bonjour, vous voulez parler du coronavirus? Exactement, merci, bonjour. Allez-y pour votre intervention. Ok, merci. Sur le sujet, moi je pense que depuis que le coronavirus est venu au Burkina Faso, on a vu des mesures que le gouvernement est en train de prendre. Chaque fois on demande aux gens, ils ont d'abord interdit les transports en commun de mener les activités, sans au moins prendre une mesure d'accompagnement. Deuxièmement, ils ont demandé aux gens de fermer les marchés. C'est ce que beaucoup de les commerçants ont fait. Mais qu'est-ce que le gouvernement a pris comme mesure pour accompagner ces gens qui vivaient que dans le marché? C'est ça qui est révoltant. Moi, personnellement, j'ai remarqué, c'est comme si toutes les mesures qu'ils sont en train d'entreprendre, c'est uniquement contre les secteurs privés. C'est bien vrai qu'on est au courant que la maladie est au Burkina Faso, mais pourquoi interdire aux gens de mener leurs activités sans pourtant prendre une mesure pour accompagner ces derniers? Vous ne voyez pas que souvent même les mesures là feront plus mal que même les vrais coronavirus que nous voyons? Vraiment, il va falloir que ce gouvernement revoie leur manière de faire le truc. Sinon, on ne peut pas demander aux gens de fermer le marché, c'est tout. Aucune mesure d'accompagnement. Monsieur Nyoli. Rien. Vous avez vu que les responsables des transporteurs ont fait sortir une note en disant que dès le 1er avril, ils vont suspendre leur contrat avec les employés. Qu'est-ce que ces derniers deviendront? Monsieur Nyoli. Oui. Juste pour qu'on comprenne mieux la question, la mesure n'est pas politique. Elle n'est pas contre les commerçants, encore moins contre les transporteurs. C'est une mesure d'urgence sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Alors, la question maintenant, est-ce que vous pensez qu'on doit donner un droit à la maladie ou un droit à la contamination aux commerçants et autres, ou à toute personne? Est-ce qu'on laisse chacun faire ce qu'il veut? Non. Oui. J'ai bien dit que c'est normal qu'on ferme les marchés au consommation. Mais pourquoi ça au moins prendre des mesures d'accompagnement? C'est ça que nous demandons. Ils ne sont pas contre que les marchés soient fermés. Mais on demande au moins une mesure d'accompagnement. Est-ce qu'ils ont prolongé les réouvertures des écoles jusqu'au 15 avril? Est-ce que c'est pour autant qu'ils vont dire qu'ils ne vont pas payer les fonctionnaires et les commerçants que nous sommes?
Nous, c'est dans le marché, nous, notre salaire vient du marché. Mais si on nous dit de fermer, sans nous accompagner, qu'est-ce que nous, on va faire? On va vivre comment? C'est ce que nous demandons. On ne demande pas autre chose. On ne dit pas que non, c'est pas bien on ne demande pas de nous laisser dans le marché, mais au moins une mesure d'accompagnement. Merci, M. Gnoli. Merci. Oui. Non, il traduit vraiment très bien ce que les gens et les uns et les autres ont. Il a dit ici que si les transporteurs ont donné un ultimatum, qu'ils vont suspendre les contrats de travail. C'est un problème de chômage. Je venais de dire que dans le privé, c'est ce que vous vendez que vous utilisez pour payer les salaires. S'il y a un problème, bon, contrairement à ce qu'ils pensent, si on continue, on ne le souhaite pas, on peut se retrouver dans une situation où on n'arrive pas à payer les fonctionnaires. Parce que les salaires des fonctionnaires sortent où? L'État ne fabrique pas. Il y a des droits de tirage et tout qu'il peut faire, mais il y a des limites. C'est les impôts et les taxes, les TVA et autres là que l'État utilise pour payer les salaires. En fait, c'est un cercle. C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une large concertation. C'est vrai qu'on doit choisir entre le droit à la vie et l'économie. Maintenant, il y a quand même un juste milieu. Et c'est ce débat-là qui doit se mener de façon élargie avec tous les acteurs. C'est ce que nous avons dit. Pour que le remède ne soit pas pire que le mal. Exact. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de propositions qui nous faites. Je reviens pour dire la concertation là, doit concerner tous les acteurs politiques, tous les acteurs économiques, c'est-à-dire les PME et aussi les grandes sociétés, les multinationales. Tout le monde doit être concerné parce que, en réalité, on est dans un cercle vicieux. Les commerçants parlent effectivement de ce qu'ils vont manger pendant cette période. Mais si on y prend garde, si il n'y a pas une large concertation pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les banques, avec les PME, les grandes sociétés, à un moment donné, mais tout le monde sera concerné par le guide. Pas seulement les commerçants, mais aussi ceux que nous-mêmes... Une crise généralisée. Une crise généralisée. Donc voilà pourquoi la concertation avec tous les acteurs là est vraiment c'est pour ça que moi j'ai dit, n'est-ce pas? On va prendre le deuxième téléspectateur. C'est sur le même sujet, donc on aura l'occasion. Monsieur Ilboudo, la Moussa François, allez-y. La Moussa François dit en lisant le peuple. Allez-y pour votre intervention. Je reviens sur le sujet pour dire que moi, personnellement, à l'heure, je ne suis même plus à l'heure où comment le peuple va manger. Je suis plutôt à comment on va gérer la situation des tests. Et puis, est-ce que les types de tests sont de bonne qualité? Parce qu'il y a déjà une polémique en Espagne qui dit que les kits chinois ne sont pas de bonne qualité. Donc, il y a 30% d'efficacité sur ces kits-là. Je vais d'abord demander au gouvernement, c'est qui amène nos kits pour les tests? Parce que c'est vrai que, oui, M. Ouedraogo, le professeur Ouedraogo, bon, il a des problèmes de communication, mais il nous a dit que non, au fait, qu'en réalité, la dernière fois, il y a eu beaucoup de monde qui sont testés, il y a eu peu de personnes positives. C'est comme s'il n'était pas, c'est-à-dire, il se plaît le fait qu'il y ait eu peu de positifs. Donc, ça veut dire que pour lui, on est en train de gâter. Est-ce qu'il ne va pas commencer dès présentement à regarder la qualité des kits? Parce qu'en Espagne aussi, il y a ce problème actuellement. Deuxièmement, c'est sur ce qu'il avait dit pendant le début de la maladie. Il avait dit que quand on n'est pas malade, on n'a pas besoin de porter un masque. En France, il y a des gens qui sont en train de porter plainte parce qu'il y a eu cette communication. Qu'est-ce qu'eux, ils font pour changer cette communication? Parce que le problème, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de préparation. Chacun fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Et, fin de compte, c'est la population qui n'est même pas consciente de la maladie. Tout le pas qu'on fait autour là, la population, le citoyen lambda ne sait pas réellement ce qu'on dit là. C'est vrai. Comment on va faire pour réellement accentuer la sensibilisation? Surtout comme on a une population à pourcentage très jeune, 19 ans. Comment on va faire? Parce que le problème, c'est que ceux qui sont censés nous utiliser sont en retard de ce que nous, on réfléchit. Ils sont dans les années 80 alors qu'on est en 2020. Comment on va faire pour rattraper ce retard? Voilà, moi, ma préoccupation. Merci, monsieur Ilboudo. Merci, monsieur Ilboudo. Bon, par rapport à votre doute sur la qualité des tests, je pense que la Chine a réagi pour dire que non, ce qui était... Parce que c'est un journal espagnol qui a levé hier pour dire qu'il y a beaucoup de tests qui sont de mauvaise qualité, mais la Chine a réagi pour dire, attendez, nos tests sont de bonne qualité et aujourd'hui, tous les grands pays, effectivement, s'approvisionnent
en tout cas selon un protocole défini, en tout cas avec une société chinoise qui est reconnue, qui est suivie et tout. Donc je pense que il faut qu'on continue selon ce que l'OMS dit, tester le plus grand nombre. Et puis effectivement, si les protocoles là sont adoptés, qu'on puisse donner les médicaments aux gens. Moi, je pense que pour moi, ce sera la solution à cette maladie. D'accord. On parle aussi là on a parlé d'une dualité au niveau du traitement des deux protocoles apivirine, voilà, apivirine, qui est un produit de la pharmacopée d'origine béninoise, testé en Afrique du Sud, paraît-il, donc qui est de bonne qualité. Et il y a aussi donc la question de la chloroquine, mais on se pose aujourd'hui, ça fait près d'une semaine déjà que les chercheurs, donc c'est déjà quand, ont fait sortir leur texte communiqué pour parler de tout ça, et on accumule les jours. Est-ce qu'il était nécessaire encore de mettre un comité ad hoc au niveau du Burkina pour un produit, un protocole qui a été testé en France et qui est mis en application? Aux États-Unis, ça a été accordé. Au Burkina, on met encore un comité ad hoc. Ça, c'est la lourdeur. Parce que vous prenez le cas du Sénégal, ils ont beaucoup plus de contagion, mais il n'y a aucun décès. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont commencé les traitements très tôt. Donc, en commençant le traitement très tôt, on peut arriver quand même à sauver des gens et à contenir l'épidémie. Mais ici, c'est vrai qu'on a des lourdeurs. Je crois quand même que c'est utile de refaire des essais. Parce que nous ne sommes pas... La France, ce n'est pas le... Moi, je parle du Sénégal, je ne parle pas de la France. Oui, mais je veux dire, ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais les autres produits qui sont en pharmacie, là, est-ce qu'on fait des tests avant de les consommer? On les prend? Non, il y a eu des tests. On ne peut pas permettre... Tous les produits qui sont à la CAMEG, là, on teste tous les produits. Non, forcément, si on arrive à dire aujourd'hui que tel produit soit une telle maladie, c'est parce qu'il y a eu un test. Mais dans le cas du Burkina, moi, je pense que rapidement, on va arriver à ça. Mais la chloroquine, ça a été dit par les chercheurs. La chloroquine n'est pas inconnue du Burkina. Non, je suis tout à fait d'accord. On en fabrique même à 20 000 mais est-ce qu'on a déjà utilisé la chloroquine pour soigner le coronavirus? Non. Mais quand c'est soigné ailleurs? Tout le monde soigne ça. Est-ce que c'est le Burkina? Imaginez qu'on utilise cette association et qu'il y a des problèmes. Même à titre compassionnel, on peut l'utiliser. Lengani. Moi, je crois que apparemment, il y a des gens qui n'ont rien à faire et qui se cherchent du travail. Je suis d'accord pour qu'on essaie d'autres voies, mais des voies qui sont déjà en expérimentation ailleurs, on ne va pas refaire la roue quand même, surtout pas à l'université de Ouagadougou. Que l'on fasse des tests apivirine, je suis tout à fait d'accord. Il y a d'autres produits phytonaturels dont on parle. On nous dit qu'on essaie, ce qu'on dit partout, les feuilles, les mélanges des feuilles dont on parle sur le net, etc. Comme ils disent. On a vu par exemple des limiers qui se sont déshabillés complètement de leur feuillage. Non, je vais terminer. Comme ils disent qu'on fait des tests sur ces données-là, moi je peux comprendre. Mais sur la chloroquine, là, quand même, Raoul a déjà fait la moitié, les 80% du travail, c'est ça. Donc, faut pas. D'accord, on va prendre notre dernier téléspectateur, M. Ouedraogo, qui appelle de Waïguya. Oui. Allez-y sur le coronavirus. Oui, merci bien. Moi, je voudrais d'abord savoir, est-ce que si on guérit de cette maladie, on est immunisé? Non. Est-ce que si on guérit de cette maladie, pour ceux qui sont déjà guéris, est-ce qu'ils sont immunisés d'emblée? Alors, mes autres préoccupations, c'est un regret vis-à-vis même du gouvernement. Parce que je crois que c'est les moyens, c'est les fins qui justifient les moyens. Par rapport aux chiffres qu'on nous donne là, moi je ne sens pas que c'est alarmiste. Mais les conditions déjà de mettre les villes en quarantaine, le confinement, n'a pas un lien par rapport aux chiffres dont on dit. Pour dire qu'il aurait fallu insister sur le dépistage, nous rassurer qu'il y a un grand nombre qui souffrent du virus-là pour pouvoir arriver à ces mesures-là. Sinon, si on est à 240, je ne vois pas pourquoi ces mesures. Alors, ma dernière préoccupation, à ce que je cherche, je n'ai pas vu un colloque des médecins qu'on ait organisé pour mettre tous les médecins au diapason des informations concernant la maladie. Donc, souffrez que quand même des médecins tâtonnent par rapport à la maladie.
Parce que moi, je suis enseignant, encadreur, et je sais que s'il y a une nouvelle méthode, tout de suite, on réunit tous les encadreurs pour qu'ils aient la même information sur la méthode. Alors qu'à ce que moi je sache, on n'a pas réuni les médecins pour qu'ils aient et ils soient au diapason des informations concernant la maladie. Je vous remercie. Monsieur Ouedraogo, vous êtes parti? Non, je ne suis pas parti, je suis là. Ah d'accord. Donc, juste pour dire que les mesures qui ont été prises de mise en quarantaine et autres, les chiffres que nous voyons, les 207 cas par exemple, sont des cas de personnes contaminées, avérées, testées, positives. Mais il reste qu'il y a un contingent de personnes qui ont été en contact avec ces personnes-là qu'on met en observation pour la durée de la, comment on dit, de l'incubation de 2 semaines. Donc ce monde-là aujourd'hui, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais il peut atteindre le millier. Parce qu'il y a une semaine, on était à 600 et quelques. Donc aujourd'hui, on a peut-être une grande population. C'est ça. Il y a toute une polémique en France, hein, parce qu'on dit qu'en France, il y aurait plus de 2 millions de malades. Donc en fait, c'est pour dire que le chiffre de 240 là, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est la petite partie. 207. 207. Donc la plus grande partie, c'est plus que ça. Mais maintenant, c'est vrai, on confine les gens parce que le taux de progression, il est exponentiel. Et ça peut être multiplié par 20, par 100, en l'espace de quelques instants. Donc c'est pour cela qu'il y a des mesures de précaution que les autorités doivent prendre. Et ça, ils le prennent bien. Maintenant, il faut l'expliquer et faire en sorte que tout le monde participe et comprenne les enjeux. C'est ça, en fait. Oui, une seconde, on a 2 minutes pour terminer l'émission. Oui, maître, je vais vous poser une question particulière. Allez-y. Par rapport à la contamination, il faut aussi préciser que si vous êtes guéri, vous pouvez encore contaminer une autre personne par rapport à la question qu'il avait posée. J'ai lu quelque part, bon, comme c'est le net, il faut faire très attention, que dans le cas de Covid-19, une personne malade peut contaminer 9 personnes. Ah, ouais. Et que dans certains milieux, ça peut être multiplié par 10, c'est-à-dire 90 personnes. Dans les situations d'Afrique où il y a la promiscuité, les machins, etc. C'est pourquoi le confinement est une solution indispensable de mon point de vue. Merci. Et si on avait peut-être fait la quarantaine plus tôt, Bobo serait épargné, au moins cet axe-là serait maître. Allez, pour répondre à cette question, mais pour aussi une autre question, c'est concernant par exemple le choix d'un produit pharmaceutique, qui est plus de la pharmacopée, par exemple, disons. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de faire un éventail plus vaste, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de soignants africains. Est-ce que finalement, aujourd'hui où il y a une sorte d'égalitarisme mondial sur la question, est-ce que ce n'était pas le lieu où l'Afrique aurait pu prendre le leadership, ou en tout cas aurait pu rattraper d'autres nations en matière médicale, en testant tout simplement sa propre capacité endogène, que de rester là à attendre encore des protocoles? Oui, mais ça c'est possible, parce que même qu'est-ce qui dit que la pharmacopée n'aurait pas pu venir à bout de cette maladie? Mais le problème c'est quoi? Nous sommes en matière de vie. Et comme on dit aux étudiants en médecine, quand il s'agit de la vie, on ne s'amuse pas. Donc c'est pour ça que moi je comprends un peu le tâtonnement du gouvernement, parce qu'il y a le principe de précaution qu'il faut prévoir. Si vous employez un médicament sans beaucoup de tests et que ça marche, ça va. Mais si vous l'employez et que ça ne marche pas, on va dire, mais pourquoi vous n'avez pas? C'est votre responsabilité. Mais les tradis praticiens, ils soignent ici. Non? Oui, mais attends, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Mais si vous mettez directement les tradis praticiens et que ça marche, il n'y a pas de problème. Mais si ça ne marche pas, on va vous accuser. Ceux-là même qui vous disent qu'il faut faire recours aux tradis praticiens, là, ce sont les premiers à vous accuser. Que vous savez que ce sont des gens qui tâtonnent, qui sont empiriques, et puis vous les mettez dedans, vous mettez la vie des gens en danger. Il y aura même peut-être des procès contre le gouvernement pour ça. Donc c'est pour ça que moi je comprends la mise en place de ce comité-là, parce que c'est une question de vie ou de mort. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été facile, pour terminer, maître, il n'aurait pas été facile de laisser le choix à quelqu'un qui est malade de décider de se faire soigner? Mais quand vous le faites, oui, mais là vous signez un protocole. Oui, bien sûr. Vous signez un protocole, vous dites voilà, moi je m'engage à ici, et là vous libérez le médecin. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'il faut Merci, faire. c'était juste. Donc c'est pour cela que moi mes propositions restent et demeurent le renforcement des centres de santé, la pratique des mesures de distanciation, la fermeture des frontières et le lever des confinements. La levée des confinements, parce que pour moi ça ne sert à rien. Je voudrais insister, comme je l'ai dit, nous sommes face à un terrorisme. Et les soldats ici, c'est le corps médical. Il faut donner tous les moyens nécessaires et utiles pour protéger et préserver la vie du corps médical. Parce que si eux, ils tombent, toute la population est terminée. Voilà. C'est ça. Merci à vous donc, pour ce temps de plateau. Merci pour tous ces débats, ces éclairages assez pertinents qui vont certainement apporter plus
à la riposte globale, à la lutte, à la gouvernance donc, de Covid-19. J'étais donc en compagnie de Parfait Silga, il est donc journaliste et analyste. Merci Parfait d'être passé sur ce plateau de Presse Éco. Faustin Évariste Concebo, il est chroniqueur média, président du SEC de Veille, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC, Forum Alternatif des Citoyens. Merci d'être passé. Et Maître Apollinaire Kielem de Tambela, il est donc avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRIC, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Enfin, dernier invité, Lengani Isaka, directeur de publication de l'Opinion. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut, peut-être certainement avec moins de cas et moins d'angoisse. Merci à vous et à la semaine prochaine, si Dieu le veut.